Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce dernier journal. La nation ivoirienne a rendu ce vendredi à la primature un vibrant hommage à Seydou Elimane Diarra, ancien Premier ministre décédé dimanche à l'âge de 87 ans, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Témoignages, honneurs militaires et remise du drapeau à la veuve ont constitué les articulations de la cérémonie. Frappée par le deuil, la Côte d'Ivoire continue de faire face au coronavirus. La maladie a touché 252 nouvelles personnes ce vendredi. La bonne nouvelle, 217 patients déclarés guéris ce jour. Le respect des mesures barrières, notamment le port de masque et le lavage des mains, toujours d'actualité pour freiner la pandémie. L'escalade se poursuit entre Washington et Pékin, 3 jours après la décision américaine de fermer le consulat de Chine à Houston, dans le Texas. Pékin a répliqué aujourd'hui en demandant aux États-Unis de fermer leur consulat à Chengdu. La République rend hommage à Seydou Elimane Diarra, l'ex-premier ministre décédé le 19 juillet dernier à l'âge de 87 ans. C'est un travailleur acharné, un homme de dialogue. Seydou Elimane Diarra a été le chef du gouvernement sous la transition militaire dirigée par feu Robert Guèye. En 2003, il a dirigé le gouvernement d'union nationale pour la mise en œuvre des accords de Linas Marcoussis. Gabriel Zali. L'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à la primature, l'exécution de l'hymne national. Et les honneurs militaires rendus par un détachement de l'armée mêlent à la fois sobriété et solennité à cet hommage national rendu à Seydou Elimane Diarra, l'ancien Premier ministre décédé le 19 juillet dernier. La Côte d'Ivoire perd un de ses piliers. Le président Alassane Ouattara ainsi que de hautes personnalités des institutions du pays s'inclinent ici devant la dépouille de celui qui depuis des années a été reconnu comme l'homme du consensus. Il avait une grande capacité d'écoute, de tolérance et de connaissance des hommes. Il était l'ami de tous, adultes, vieux et jeunes. Il se voulait l'ennemi de personne. Il était un trait d'union entre les différents courants politiques et religieux. Il ne se réclamait d'aucun engagement politique. Homme de conviction, croyant, compétent, il était assidu au travail. Officier du mérite de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire, grand officier du mérite du Luxembourg, commandant de la Légion d'honneur française, grand croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, Seydou Elimane Diarra a reçu 11 autres distinctions, aussi bien au niveau national qu'international. C'est un homme d'État accompli. Ses qualités et ses valeurs sont décrites dans les moindres détails dans cette oraison funèbre prononcée par le ministre des Affaires étrangères. Homme de paix, de tolérance, de consensus, de dignité, de rassemblement et de réconciliation, le Premier ministre Seydou Elimane Diarra, de par ses qualités personnelles, intrinsèques, aura imprimé son empreinte à la vie politique intérieure, mais aussi sur le sable du temps, comme dirait le poète. Il a réussi, au-delà de toute attente, par son incomparable dévouement, à réunir tous les acteurs politiques majeurs et contribuer ainsi à humaniser la scène politique au plus fort des grandes tensions politiques, et cela en raison du large consensus autour de son auguste personne. Fort de ses expériences d'homme de rigueur, le président Alassane Ouattara nomme en 2013 Seydou Elimane Diarra président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. En 2015, il prend sa retraite. Cet hommage que la nation lui rend aujourd'hui à la primature qu'il a dirigée à 2 reprises en tant que chef de gouvernement charge l'atmosphère d'émotion. Seydou Elimane Diarra aura tout donné à la Côte d'Ivoire. Une cérémonie riche en émotions au cours de laquelle les qualités de l'homme ont été rappelées. Hommage, témoignage en mémoire de l'illustre disparu, défilé militaire devant le défunt, mais aussi remise de drapeau à sa veuve et de sa dépouille à sa famille ont constitué les temps forts. Herman Guivet.
La sonnerie aux morts retentit une énième fois dans les parvis de la primature. La triste mélodie sonne dans toute sa puissance pour saluer la mémoire de Seydou Elimane Diarra, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, en 1999 et 2003. Pour cet hommage de la nation, ils étaient tous présents, parents, amis, anciens collaborateurs. Le chef de l'État en personne, qui dès son arrivée marque une minute de silence à la mémoire de l'illustre disparu. À tour de rôle, les présidents d'institutions salueront eux aussi la mémoire de l'homme qu'il était. Les honneurs militaires lui sont rendus par plusieurs sections issues de différents corps d'armée. Sous le regard du chef de l'État, Alassane Ouattara, et celui de la veuve éplorée, l'armée lui dit à son tour « Cérémonial militaire terminé. Adieu, monsieur le Premier ministre !» En reconnaissance pour son sens élevé du devoir et son don de soi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, remet à la veuve éplorée le drapeau national, symbole de l'unité, de la discipline et du travail, valeur marquée à vie à l'histoire de la Côte d'Ivoire. S'il y a une qualité que ses collaborateurs lui reconnaissaient, c'était certainement son sens élevé de la conciliation. Il aura constamment essayé de concilier les inconciliables. Seydou Elimane Diarra aura imprimé son empreinte sur le sable du temps, comme le dira le poète. Ces mots, dont nous n'assumons pas la paternité, sont un extrait de l'oraison funèbre, prononcée par le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, dans laquelle il décrit les qualités d'un homme dont la seule motivation était « Permettez-nous de nous répéter, de concilier les inconciliables ». Vient le moment de la douloureuse séparation, la dépouille mortelle de l'ex-premier ministre est remise à sa famille. Seydou Elimane Diarra embarque pour le dernier voyage, sous cet air de revoir repris par la musique de la gendarmerie nationale. L'infatigable travailleur qu'il était, depuis la primature jusqu'à la haute autorité de la bonne gouvernance. Accompagné par sa famille, peut enfin entrer dans son repos éternel, l'âme en paix. La Côte d'Ivoire a essayé de lui rendre avec honneur tout ce qu'il lui aura donné. Les pages écrites dans le livre ouvert, mais discret qu'il était, peuvent désormais se refermer sans sourciller. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, sera aux côtés de la famille, jusqu'au bout. L'homme sans attache politique, mais qui pouvait se prévaloir de l'amitié, du respect et de la considération de tous les leaders politiques, a achevé sa marche sur la terre des hommes. Avant l'ultime séparation, une prière mortuaire s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf. Elle a été suivie des cérémonies du 3e et 7e jour en présence du président de la République. Les musulmans ont prié pour le repos de l'âme de Seydou Elimane Diarra à Boussanogo. Grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody, ce vendredi 24 juillet. Jour important pour la communauté musulmane, car c'est le jour où les musulmans se rassemblent pour la prière. Mais ce vendredi, ils se sont retrouvés, pas pour la prière classique, mais pour la prière mortuaire, pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre Seydou Elimane Diarra, en présence du président de la République Alassane Ouattara, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Et cette prière, qui est obligatoire pour tout musulman avant son inhumation, a été dirigée par l'imam El Hadj Cissé Djigiba. Mais avant, les grandes qualités de l'illustre disparu ont été relevées. Après la prière mortuaire, vient le départ, l'ultime séparation. Seydou Elimane Diarra sera inhumé dans la stricte intimité familiale. Mais cette inhumation a été suivie des cérémonies du 3e et 7e jour, des gestes de soutien et de solidarité à la famille du défunt, mais aussi et surtout des prières, invocations et bénédictions ont été formulées pour le repos de son âme. Autre volet de l'actualité, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amados Mauro, s'est entretenu hier avec Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie. Le président de l'APF et le secrétaire général se sont dit parfaitement en phase sur les priorités de la francophonie et la nécessité d'agir de concert. Ils ont d'ailleurs prévu de se revoir régulièrement. Louise Mushikiwabo a confirmé sa participation à la 46e session de l'Assemblée plénière de l'APF qui se tiendra à Rabat au Maroc fin janvier 2021.
On se rend à l'hémicycle. 3 projets de loi adoptés par les députés. Ils ont été exposés par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kossi Adjoumani, et celui en charge de la promotion de l'investissement privé, Essis Esmaël. Des projets de loi portant notamment sur la répression de la commercialisation et l'exportation illicite des produits agricoles et celui modifiant l'ordonnance portant code des investissements. Cheikh Koné. Un exercice parlementaire débuté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Adjoumani Kossi, qui a présenté avec force argument la nécessité de renforcer les sanctions à l'endroit des acteurs agricoles qui s'adonnent à la commercialisation et l'exportation illicite des produits. Pour le cas spécifique de l'anacarde, en 2018, entre 20 000 et 50 000 tonnes ont été détournées, faisant perdre à l'État et à la filière 7,8 milliards de francs CFA de recettes fiscales et parafiscales. S'agissant du second projet, le ministre de l'Agriculture a fait savoir que ce test vise à augmenter les revenus des producteurs à travers une vente anticipée, efficace et maîtrisée. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de vendre notre cacao en tenant compte des cours du marché. Or, avant, lorsque nous participons à la vente, nous n'avons même pas connaissance des personnes qui viennent acheter notre production. Je veux parler des clients. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, nous avons non seulement la possibilité de les connaître, mais de négocier les prix. Après les questions agricoles, place aux innovations portées dans le projet de loi modifiant l'ordonnance portant code des investissements défendus par le ministre Essis Esmaël. Ce que nous avons présenté aujourd'hui, c'est des ajustements que nous avons portés, notamment sur le contenu local, pour permettre une augmentation plus importante de la participation de l'Ivoirien dans les capitaux des sociétés qui souhaitent bénéficier du code d'investissement. Nous avons apporté des modifications portant notamment sur la réduction des seuils d'investissement pour les produits structurels intérieurs pour permettre une meilleure efficacité, un montant plus important de l'investissement à l'intérieur du pays. Entre 2013 et 2017, 51 000 emplois créés et plus de 4 600 milliards de francs CFA d'investissement ont été enregistrés grâce à l'attractivité de ce code d'investissement. Ces 3 projets de loi ont été votés à la majorité des membres de la Commission des affaires économiques et financières. Direction Korogo, la ville accueille la 2e école de formation des policiers. 53 ans après celle d'Abidjan, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bagando Diomandé, a procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de cette école, baptisée du nom du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cet établissement va contribuer à améliorer la qualité des prestations de la police nationale. Des étudiants de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique, bientôt sur le marché de l'emploi. Bénéficiant d'une formation théorique dans 5 branches de la communication, ils se sont perfectionnés dans des ateliers pratiques de création d'entreprises. On fait le point avec Didier Nguessan. Dans le cadre des pratiques professionnelles 2020, nous avons eu à travailler sur le thème suivant. Conception et réalisation de supports de communication pour la promotion des nouveaux. Ces étudiants en arts et images numériques à l'ISTC Polytechnique peaufinent leur plan d'action pour le compte d'une compagnie de transport. Pour faire la promotion, nous avons dégagé plusieurs axes de communication, à savoir la facilité, les privilèges, l'accessibilité. Nous avons réalisé plusieurs études, à savoir l'étude qualitative, quantitative et documentaire. Comme eux, ceux inscrits en école de journalisme présentent un documentaire et un journal télévisé. Ces travaux pratiques sont réalisés dans le cadre de la 17e édition des Journées du communicateur qui met cette année l'accent sur un engagement pour la qualité. Les étudiants en fin de cycle et en année intermédiaire sont au nombre de 405 en régime jour. Ils sont répartis en 11 groupes de travail qui fonctionnent comme de petites et moyennes entreprises de communication. Mettre les étudiants en situation réelle de production afin d'acquérir les aptitudes professionnelles, aussi bien en tant qu'employés qu'en qualité d'employeur. C'est bien le message à eux adressé par les officiels. Dès leur entrée dans l'une des 5 écoles de l'ISCC, les étudiants et plusieurs nationalités confondues
apprennent à s'ouvrir au monde et à ses réalités, à se rendre utiles à la société dans laquelle ils évoluent, mais aussi à se rendre indispensables dans leurs pays respectifs avec une claire conscience d'être la relève et l'avenir de leur nation. Le président du Sénat voudrait saluer avec ferveur la clairvoyance du gouvernement pour la création de cette école polytechnique à vocation sous-régionale qui, depuis bientôt 28 ans, ne cesse de gagner en notoriété et en prestige, tant par la qualité de la formation dispensée, sanctionnée par des diplômes reconnus par le Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur CAMES, que par la compétence des étudiants qui y sont formés. Le district d'Abidjan et le Sénat ont offert chacun 1 million de francs CFA au comité d'organisation de ces journées scientifiques. Le gouvernement tient à la formation de la jeunesse, mais également à la santé de la population. Tout est mis en œuvre pour mettre fin à la pandémie du coronavirus. On dénombre ce vendredi 217 nouvelles guérisons de la maladie à coronavirus. La pandémie a touché 252 personnes. Le respect des mesures barrières, notamment le port de masque et le lavage des mains, toujours d'actualité pour freiner la chaîne de contamination de la pandémie. Ce vendredi, le gouvernement a fait le point de la lutte engagée contre ce virus mortel. Grace Kando nous en parle. Le premier point hebdomadaire de la lutte contre la pandémie à coronavirus prend en compte les données du 20 au 23 juillet dernier. 15 001 cas confirmés de Covid-19, dont 9 282 guéris et 93 décès. En effet, on a enregistré 882 nouveaux cas de Covid-19 sur 6 167 prélèvements analysés, soit 14,30% de l'échantillon. Le nombre total des échantillons est 89 920 et le taux moyen de positivité est 16,68. 916 nouvelles guérisons, portant le nombre total de personnes déclarées guéries à 9 282, soit 62% des cas enregistrés depuis lors. Un décès notifié. Le nombre total de décès de Covid-19 est 93, soit 0,63% des cas dépistés à cette date. 5 626 le nombre de cas encore actifs, soit 37,7% de tous les cas dépistés à ce jour. 95% des cas de Covid-19 diagnostiqués se trouvent dans le Grand Abidjan, épicentre de la pandémie. L'intérieur du pays reste faiblement impacté avec 5% de cas. On note de gros foyers en développement à Aboaké et à San Pedro. Aboasso semble stable depuis quelques semaines. Une attention particulière doit être portée à Soubré, Yamsokro et Gagnoa 1, qui ont notifié entre 10 et 20 cas de Covid-19 à ce jour. Ces données montrent également une évolution de la pandémie marquée cette semaine par une circulation toujours active et communautaire du virus. Sur le plan sécuritaire, les forces de défense et de sécurité ne baissent pas aussi la garde au niveau des opérations de contrôle dans le secteur du transport et du divertissement. Dans la période allant du 19 au 24 juillet 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, véhicules contrôlés, 22 289. Véhicules mis en fourrière, 369, soit un taux de respect de 80% que nous saluons. Dans le secteur donc des établissements recevant du public, maquis contrôlés dans les communes de Makori, Port-Boué, Koumassi, Yopougon, Adjamé, Cocody et Abobo, pendant cette période, 167. Restaurants contrôlés, 93. Hôtels contrôlés, 254. Nous sommes également passés pour vérifier si la mesure de fermeture des bars était respectée. Effectivement, c'était respecté dans 29 bars contrôlés. Soit un total de 543 établissements contrôlés en une semaine. Au constat général, le respect des mesures barrières sécuritaires et sanitaires est quasi satisfaisant dans les établissements visités. Selon le commissaire Bleu Chalmagne, les tenanciers, propriétaires et autres clients de certains établissements indisciplinés ont fait l'objet de sensibilisation.
une façon de prévenir avant d'éventuelles répressions. L'ANRNP, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, est en réflexion dans la ville de Grand-Bassam. Le conseil de régulation de l'ANRNP fait son bilan et dresse les objectifs. On fait les détails de Didier Nguessan. En organisant ce séminaire, la NRMP entend tirer les leçons apprises en 6 mois de mise en œuvre du plan de travail annuel 2020 et ajuster le plan d'action stratégique sur la base des perspectives de l'année 2021. Nous allons essayer en tout cas de travailler sur un plan de 3 mois, de sorte à ce qu'avant le début de la campagne électorale prévue certainement pour la moitié du mois d'octobre, nous ayons accompli au moins 80% de ce qu'on a prévu accomplir pour cette année 2020. Ouattara Oumar, secrétaire général de l'ANRMP, a par ailleurs appelé à développer et maintenir la culture de l'excellence au sein de l'institution. Au nom du président du conseil de régulation, Coulibaly Yacouba, Fête Brenda Asamoah s'est félicité de la détermination du personnel de l'institution qui, malgré la pandémie à Covid-19, est resté engagé dans la régulation des marchés publics. Tous les documents stratégiques ont donc été révisés et consolidés en un seul document final qui servira désormais de feuille de route à l'institution. Nous sommes convaincus qu'avec les nouvelles actions sur lesquelles nous sommes entendus, nous pourrons réussir à mettre en œuvre la vision du Conseil pour le reste du terme qui lui reste, c'est-à-dire la fin de cette année et l'année prochaine. Notons que le plan d'action stratégique a été initié par le Conseil de régulation présidé par Coulibaly Yacouba. Il est élaboré et décliné en 7 axes majeurs. Il devra aboutir à la certification qualité ISO 9001 de l'ANRMP qui veut se positionner comme un modèle de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. L'Association des loteries d'Afrique a un nouveau président, Dramane Coulibaly, le directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Il a été élu à ce poste pour un mandat de 4 ans à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire de l'association. Il a pour mission, entre autres, de défendre les intérêts de l'association au plan régional et international. Pour le directeur général, le choix porté par ses pairs de l'ALA sur sa personne résulte sans aucun doute de la bonne santé générale de la LONASI. Ouvrons la page politique de cette édition. Il voit en lui le développement et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Les filles et fils du Gontougo et du Bunkani réclament une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Regardons. Il faut que le président Alassane Ouattara entende la voix du Zanzan. Après avoir observé la minute de silence à la mémoire d'AGC, le lion trop tôt disparu, le district du Zanzan, à travers ses filles et fils, lance un appel au président du RHDP. Nous, population du district du Zanzan, dans toutes ses composantes, élus, cadres, hommes, femmes, jeunes, chefs traditionnels, considérant la possibilité offerte par la Constitution, demandons à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, président du RHDP, de reconsidérer sa position et de répondre favorablement à l'appel du destin en acceptant de porter les couleurs du RHDP aux prochaines élections présidentielles. Quelques minutes avant la déclaration lue par la coordinatrice RHDP du Bunkani, Kobena Kwasi Adjoumani, Siaka Ouattara, Siandou Fofana, tous cadres du RHDP et fils de la région, s'étaient succédés au pupitre pour défendre l'appel à une nouvelle candidature du président du RHDP. Même message dans le handball où des élus et cadres ont même décidé de payer la caution de 50 millions de francs CFA d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle. Kader Sogodogo. Siège des chefs traditionnels de la région du handball. Des chefs de canton et de villages venus des départements de Dabakala, Niakara et Katiola demandent à les élus et cadres de porter au président de la République le vœu ardent de le voir briguer un autre mandat. La Côte d'Ivoire est en chantier. Il faut laisser tomber cette belle œuvre? Non. Nous vous demandons de dire au président que la chefferie toute présente ici lui demande de postuler
Ce n'est pas n'importe quelle mission. C'était une mission de salut pour la République et de la République. Parce que des hommes politiques, nous en voyons tous les jours. Mais des hommes politiques qui s'attachent à l'intérêt général du pays, à l'intérêt de chaque habitant de ce pays, nous n'en voyons pas tous les jours. Tout en prenant acte de la décision de la chefferie, les élus et cadres du handball, pour soutenir leur chef, décident de payer la caution de 50 millions de francs CFA d'Alassane Ouattara pour la présidentielle d'octobre 2020. Je me ferai fort, avec mes collègues ici présents, de rendre fidèlement compte au ministre Ali Koulibaly à l'effet de lui permettre de transmettre ce message de haute importance pour la région du Hombol, mais surtout pour toute la Côte d'Ivoire. À partir donc de la commission à nous faite par les chefs, par nos vieux, de payer la contribution de la caution du président de la République à hauteur de 50 millions au nom des chefs de la région du Hombol. Le processus électoral en Côte d'Ivoire est à sa deuxième étape. Après l'enrôlement, c'est le dépôt des candidatures et des parrainages qui a débuté depuis le 16 juillet. Il prendra fin le 31 août 2020. Le scrutin présidentiel est prévu pour le 31 octobre 2020. Dans l'actualité internationale, Washington a ordonné à Pékin de fermer son consulat à Houston, accusé d'être un épicentre de l'espionnage de la Chine aux États-Unis, franchissant un nouveau palier dans l'escalade entre les deux grandes puissances. La Chine a riposté ce vendredi en ordonnant la fermeture du consulat américain à Chengdu. Cette décision constitue une réponse légitime et nécessaire aux mesures déraisonnables des États-Unis, a souligné dans un communiqué le ministère, sans préciser s'il avait des accusations spécifiques contre la présence américaine à Chengdu. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Très belle soirée à vous.